Avec la découverte ces dernières années de milliers de planètes extrasolaires, donc des planètes qui sont en dehors de notre système solaire, se pose alors cette question fondamentale qui est sans doute l'un des plus grands défis de la science actuelle: sommes-nous seuls dans l'univers? Et cette question dépasse le simple cadre scientifique, puisqu'elle touche une corde sensible chez chacun d'entre nous, c'est notre place dans l'univers. Alors cette question, elle ne date pas d'hier, et les origines de ce questionnement reposent sur une simple logique statistique. Regardons pour cela le ciel. Observons le ciel. Le ciel avec ses milliers d'étoiles, quoique là on n'en voit que trois. C'est ces trois étoiles très brillantes qu'on appelle le triangle de l'été, parce qu'il est très haut dans le ciel en été, Vega, Altaïr, Deneb. Mais il n'y a pas ces milliers d'étoiles que l'on devrait voir. Et là, je voudrais m'arrêter sur un point qui me tient à cœur et qui est un phénomène, un fléau de nos sociétés actuelles. C'est le fait que l'on ne puisse plus voir ce ciel tel que voyaient nos ancêtres il y a quelques dizaines, voire quelques centaines d'années. Pourquoi? Tout simplement parce que, à cause des lumières de la ville, à cause de nos civilisations urbanisées, eh bien, ce ciel, il est complètement ébloui, comme un petit peu aujourd'hui, ce soir, avec ces lumières. On devrait voir bien plus d'étoiles que cela. Effectivement, ce phénomène-là est constant dans nos sociétés, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est réversible. Si on éteignait toutes les lumières de la ville, comme aujourd'hui si on le faisait, eh bien, on aurait un ciel beaucoup plus lumineux, beaucoup plus peuplé, comme ici. Donc on retrouve bien nos trois étoiles très brillantes, et on peut imaginer nos anciens, même en remontant au plus loin dans l'histoire de l'humanité, au temps des hommes préhistoriques, quand ils avaient eu suffisamment à manger, quand ils ont eu un abri pour se protéger du froid, eh bien, qu'est-ce qu'ils avaient à faire le soir? Pas d'internet, pas de cinéma, rien du tout. Eh bien, ils avaient cette voûte céleste, peuplée d'étoiles, et ils projetaient ainsi leurs histoires, leurs contes, leurs rêves, leurs peurs également. Et pourquoi ne pas imaginer qu'ils se soient posé cette question de leur place dans ce vaste cosmos? Et dans ce ciel, ils y projetaient toutes leurs histoires. Ils ont pu reconnaître avec les étoiles, relier les étoiles et identifier des constellations, comme ici nos trois étoiles avec la constellation de la Lyre, du Cygne ou de l'Aigle, et ici ce fameux W qui est la constellation de Cassiopée, et ils y projetaient, comme je le disais, leurs histoires. Revenons sur ce ciel très peuplé. Ça, c'était une simulation faite avec un logiciel qui s'appelle Stellarium, qui est gratuit, je vous invite à télécharger, et qui vous permet de simuler le ciel à n'importe quel moment de l'année, l'accélérer, reculer dans le temps, même à se placer où l'on veut. Et le vrai ciel, eh bien, il existe. Hein. Ce ciel, on peut le voir encore, heureusement, dans quelques régions du monde, comme ici, au Chili, où je vais régulièrement pour faire mes observations. Donc nous sommes en plein désert de l'Atacama, un des déserts les plus arides au monde, au Chili. Il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de ville, de maison. C'est pas très bon pour la vie, mais c'est excellent pour l'astronomie. À chaque fois que je vais là-bas, c'est comme un phare qui vous éclaire. Vous avez des milliers d'étoiles. On peut même voir ce que 10% de la population seulement ne peut voir actuellement, cette bande laiteuse qu'on appelle la Voie lactée. C'est tout simplement notre galaxie que l'on voit de l'intérieur. Et donc nous voyons des milliers d'étoiles. Et je disais, ce questionnement, celle de notre place dans l'univers, eh bien, il repose sur une simple logique statistique. Chaque étoile qui se trouve ici, c'est en quelque sorte un soleil. Un soleil, et autour de ces soleils, eh bien, il y a des planètes, on le sait maintenant. Eh bien, pour vous remettre tout ça avec les chiffres, nous sommes dans le système solaire, autour d'une étoile, nous sommes la Terre, parmi les 8 planètes. Notre étoile se trouve dans une galaxie comme celle-ci. Elle pourrait très bien ressembler à celle-là, on ne peut pas la voir, bien évidemment, puisqu'on est à l'intérieur, mais si c'était celle-là, vous voyez, une galaxie qui va sembler
très populeuse d'étoiles. On peut compter quelques 100 milliards d'étoiles dans une galaxie. Et nous, si c'était la nôtre, on se trouverait à peu près aux 2/3 du centre. Donc notre galaxie compte 100 milliards d'étoiles, et là, il ne s'arrête pas l'histoire, parce que quand on a voulu pointer le télescope le plus puissant actuellement, qui est le télescope spatial Hubble, donc qui est en orbite autour de la Terre, donc qui est exempt de toutes ces pollutions lumineuses, et bien quand on lui a demandé de pointer une région du ciel totalement vide d'étoiles, et bien voici ce qu'il a pu voir. Bon, il y a quelques étoiles, il y en a même une, et là, ici deux, on les reconnaît, deux, trois, on les reconnaît à leur espèce de croix. Eh bien, tous les autres points que l'on voit ici, ce sont des galaxies. En fait, c'est un petit point de ciel, tout petit, et dans ce petit point de ciel, on a compté quelques 10 000 galaxies. Et si on étend à tout le ciel, on peut estimer que l'univers est peuplé de aussi 100 milliards de galaxies. Donc je récapitule le chiffre, parce que ça donne le vertige. Nous sommes autour d'une étoile, le Soleil, une planète. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi les 100 milliards de notre galaxie. Et des galaxies comme la nôtre, il y en a aussi 100 milliards. Il serait bien présomptueux de penser que nous sommes seuls dans ce vaste univers. Cette question, on se l'est posée depuis très longtemps, bien longtemps, depuis la plus haute antiquité, par exemple avec Épicure, qui, dès le 4e siècle avant notre ère, pense qu'il existe d'autres terres. Et un peu plus récemment, au Moyen-Âge, Giordano Bruno n'hésite pas à dire qu'il existe d'innombrables soleils et d'innombrables terres, toutes tournant autour de leur soleil de la même manière que les 7 planètes de notre système. Il était réellement en avance sur son temps, puisqu'il poursuit en disant « Nous ne voyons que les soleils parce qu'ils sont les astres les plus larges et les plus lumineux, mais leurs planètes restent invisibles à nous parce qu'elles sont plus petites et non. Il renchérit, ces mondes innombrables dans l'univers ne sont pas pires et pas moins habités que la Terre. Que n'avait-il pas dit là? Car pour avoir dit cela, eh bien, il est condamné par l'Église à élever les livres sur le bûcher. Je ne prendrai pas un tel risque ce soir, mais pour la première fois depuis 2000 ans, même si nous n'avons pas la réponse à cette question, la question de cette conférence, même si nous n'avons même pas les moyens d'avoir la réponse à cette question, pour la première fois, nous savons ce qu'il nous reste à faire pour avoir les moyens de répondre à cette question, et c'est à cette aventure que je vous convie ce soir. Car à part ces quelques voix dissonantes, la majorité de la pensée scientifique, philosophique, depuis la plus haute antiquité, pense que la Terre est unique. Selon la vision d'Aristote, la Terre est au centre de l'univers, autour de laquelle tournent le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles. La Terre est au centre de l'univers et la Terre abrite les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Ces 4 éléments essentiels à la vie. En dehors de la Terre, une autre matière, l'éther. Et donc, il ne se pose même pas la question de la vie ailleurs, puisque de toute façon, il n'y a pas les éléments nécessaires à cette vie. Petit à petit, cette idée évolue. Nicolas Copernic avance l'idée d'un soleil au centre du système, mais il le dit vraiment du bout des lèvres, puisqu'il publie son livre sur cette théorie, sur son lit de mort en 1543. Galilée, un peu plus tard, observe pour la première fois, avec un télescope, le ciel. Il le pointe vers Jupiter. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des petits points tourner autour de Jupiter. C'est une révolution, non seulement pour l'astronomie, mais pour les idées, puisque pour la première fois dans l'histoire, on voit quelque chose de tourner autour d'autre chose que la Terre. Et là, c'est un bouleversement. Il a aussi quelques démêlés avec l'Église. Petit à petit, les idées cheminent. Newton découvre une loi qui régit tout l'univers, la loi de la gravitation universelle. Il comprend que c'est la même loi qui fait tourner la Lune autour de la Terre, la même loi qui fait tomber la pomme sur le sol. Et donc on comprend que finalement les lois qui existent sur Terre sont les mêmes qui régissent l'univers. Des scientifiques, mais en premier des philosophes, imaginent que ces étoiles que l'on voit dans le ciel, c'est des étoiles avec un cortège de planètes. Ils ont, pour la première fois, Kant,
imaginer que les planètes se formaient en même temps que leurs étoiles dans un disque de poussière. Et là, je vous montre un petit peu une simulation de ce que l'on pense être le scénario de formation planétaire, un scénario de formation générique. Donc, à l'intérieur d'un disque de poussière, au centre duquel siège l'étoile, eh bien, la matière s'agrège petit à petit pour se coller, pour grossir, pour former des grumeaux, des planétésimaux et in fine des planètes. Un petit peu comme une boule de neige qui dévale une pente, en gros, elle roule, elle grossit jusqu'à former une grosse boule et donc une planète. C'est comme ça que l'on comprend maintenant le mécanisme de formation des planètes. Newton, lui encore, découvre qu'en décomposant la lumière, eh bien, on trouve qu'il y a plein de petites lumières. C'est le phénomène de l'arc-en-ciel. Les gouttes d'eau décomposent la lumière, le prisme décompose la lumière. Il se trouve que quand on décompose la lumière, donc on obtient ce qu'on appelle un spectre. Quand on décompose la lumière d'un objet particulier, un pull, un hamburger, que sais-je, n'importe quoi, eh bien, on voit apparaître sur ce spectre de couleurs des bandes sombres. Ça vous fait penser à quelque chose? En supermarché? Un code barre, exactement. Et c'est la même analogie, puisque à chaque corps, à chaque élément de la nature, du carbone, de l'oxygène ou ne serait-ce qu'à n'importe quel minéral, eh bien, est associé un code barre, un spectre unique, de quelle sorte que, comme en supermarché, chaque produit correspond à un code barre, et bien dans la nature, chaque élément correspond à un code de spectre. Et donc, on peut déterminer à distance la composition de chaque astre. Et c'est comme ça que Fraunhofer, en observant le Soleil, en observant l'atmosphère du Soleil, il découvre qu'on a exactement les mêmes éléments qui existent sur Terre. Il y a du carbone, il y a de l'oxygène, il y a de l'azote. Tous les éléments présents sur Terre sont présents sur le Soleil. Et donc, de ce fait, la Terre perd son particularisme, puisque tous les éléments présents sur Terre sont aussi présents ailleurs que sur Terre. Et on poursuit ce raisonnement, puisque Hubble, en observant les très lointaines galaxies, observe ces galaxies, observe leur spectre, et découvre que même dans ces mondes, ces entités très lointaines, eh bien, on a les mêmes éléments, et de ce fait, la Terre a perdu son unicité. La Terre n'a rien de plus, rien de moins que n'importe quel objet dans l'univers. Et donc, on va pouvoir maintenant chercher des planètes, puisque finalement, la Terre n'est pas unique, elle a les mêmes lois, les mêmes éléments. Et une première étape à cette recherche de planètes, ça a été de découvrir en 1984, eh bien, autour de l'étoile Beta Pictoris, un disque de poussière, exactement comme le prédit la théorie de la formation planétaire, que autour des étoiles se forme un disque, puis après, à partir de ce disque, s'agrège de la matière et donc des planètes. Donc c'est une première étape, et l'étape suivante, c'est de découvrir des planètes. Sauf qu'on est face à un gros challenge. Les étoiles sont extrêmement loin. L'étoile la plus proche de nous, elle se trouve à 4 années-lumière. Alors une année-lumière, c'est l'unité qu'utilisent les astronomes. C'est une unité absolument faramineuse, inimaginable. C'est la distance que parcourt la lumière en une année. Et la lumière va très très vite. Elle parcourt 300 000 km en une seconde. Et donc, 4 années-lumière, je vous passe les chiffres, ça fait 40 000 milliards de kilomètres. C'est énorme. À comparer avec la distance entre la planète et son étoile, par exemple pour la Terre et le Soleil, c'est seulement 150 millions de kilomètres. De plus, la Terre, les planètes, ce ne sont que des miroirs, elles ne font que refléter la lumière de leur étoile. Donc, elles sont très peu lumineuses par rapport à leur étoile. De sorte que ce qui se passe, c'est ce que vous montre cette animation, eh bien, en essayant de regarder, de tenter de regarder une planète près de son étoile, on est complètement ébloui par la luminosité de l'étoile. Donc très difficile finalement à détecter. Mais les astronomes ont beaucoup d'idées, d'idées ingénieuses sur comment détecter des choses qui sont très difficiles en les regardant de façon détournée. Et donc, au lieu de les regarder
directement, d'essayer de tenter de détecter une planète directement, eh bien, on va regarder son ombre. Et là, à ce jeu, on gagnait 2 satellites très importants pour cette méthode. C'est le satellite français Corot et américain Kepler. Alors l'idée, c'est quoi? Elle est toute simple. Eh bien, vous regardez une étoile et vous regardez si dans le flux de cette étoile, il n'y a pas une chute brutale. Ça voudrait dire que, et là la simulation va reprendre, si une planète passe devant l'étoile, eh bien le flux va diminuer tout simplement parce qu'il y a une mini-éclipse qui va faire chuter le flux. Et donc en mesurant la chute de ce flux, on va d'une part détecter la planète et d'autre part constater la taille de cette planète par rapport à son étoile, puisque la chute de ce flux sera d'autant plus grande, profonde, que la planète sera grande. Grâce à cette méthode, mais pas seulement à cette méthode, eh bien, on découvre la première planète extrasolaire. Et elle survient en 1995. Ce n'est pas vraiment cette méthode-là, mais c'est une méthode qui est indirecte aussi, qui permet de détecter des planètes, mais avec un biais particulier, c'est qu'on arrive à détecter, comme dans cette méthode-là, des grosses planètes proches de leur étoile. C'est beaucoup plus facile à détecter. C'est pour ça qu'on détecte près de l'étoile 51 de la constellation de Pégase, une planète qui a presque la taille de Jupiter. Pour mémoire, et on y reviendra, dans notre système solaire, nous avons 8 planètes. Les 4 premières sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Vous voyez les distances. Et la première découverte, eh bien, on trouve une planète bien plus proche que ne l'est notre Mercure, qui est la plus proche de notre étoile. Et en plus, cette planète découverte, elle est aussi grosse que Jupiter. Et notre système solaire, Jupiter, c'est une géante gazeuse. Elle est faite de gaz, pas comme la Terre. Et donc, sur une telle planète, difficile d'imaginer la vie. Et on découvre la première, puis très vite, 2, 3, plusieurs dizaines de planètes. Et vous voyez, toujours le même problème, on trouve des grosses planètes près de leur étoile. Et petit à petit, on en découvre de plus en plus. On découvre même des étoiles avec plusieurs planètes, comme ici, 3 planètes. Et ici, c'est la masse qu'on vous donne, hein, donc des grosses planètes, 1 fois, 2 fois la masse de Jupiter, etc. On en trouve de plus en plus, et à ce jour, on en a compté près de 2000 planètes extrasolaires, donc en dehors de notre système solaire, autour d'étoiles de notre galaxie, donc des étoiles que l'on peut voir avec nos télescopes et que maintenant on sait abriter des planètes. Et ces planètes, elles sont vraiment très variées. Par exemple, quelques exemples que je vais vous donner. Ici, la planète Osiris, située à 150 années-lumière de la Terre, est presque la taille de Jupiter. Et on a trouvé effectivement que ces planètes étaient proches de leur étoile. On appelle d'ailleurs ces planètes des Jupiters chauds. Tellement proches qu'elles se volatilisent complètement. Elles sont en train de perdre leur enveloppe gazeuse et à terme, elles deviendront certainement des noyaux calcinés. Une autre planète ici, elle se trouve autour d'un pulsar à 980 années-lumière de la Terre. Et un pulsar, c'est quoi? C'est un cadavre d'étoile. Et donc, sur cette planète, on ne peut pas imaginer la vie puisque l'étoile est morte, donc il n'y a plus de lumière, il fait très froid. De plus, cette étoile, elle rayonne des radiations très dangereuses. Donc, ce n'est pas une planète sur laquelle on pense pouvoir trouver de la vie, mais ça montre la grande diversité de planètes. Et une autre planète aussi, où vous voyez 3 étoiles. Les astronomes ont trouvé mieux que Star Wars. Vous connaissez Star Wars? La planète de Star Wars, vous la connaissez? Quelqu'un la connaît? Laquelle? Tatooine. Ah voilà, il y a des aficionados. Donc Tatooine, eh bien, sur cette planète, il y a 2 soleils qui se couchent. Eh bien, on a trouvé mieux avec 3 soleils. Et regardez cette magnifique animation. En fait, c'est une lune d'une planète géante. On voit les 3 soleils se coucher, dont un est rouge. Imaginez, on se trouve sur une planète. Et à la fin, vous avez la planète géante qui se couche à son tour. Donc cette planète, elle se trouve à 149 années-lumière dans la constellation du Cygne. Elle existe, c'est une simulation bien entendu, mais elle existe avec vraiment ses caractéristiques.
Très bien. Alors, on a trouvé des planètes, oui, mais pas nécessairement la vie. On l'a vu, des planètes géantes, pas forcément hospitalières pour abriter la vie. Et donc, pour petit rappel, nous sommes dans notre système solaire donc veut dire soleil, système du soleil, donc vous avez le soleil qui occupe la grosse partie de la masse du système solaire, lui tout seul c'est 99,9% de la masse du système solaire. Nous avons 8 planètes, vous les connaissez d'ailleurs les 8 planètes? La première, la deuxième, Vénus, la troisième, ok, quatrième, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Vous voulez que je vous donne un truc pour les retenir dans l'ordre? Je donne souvent cette phrase dans les écoles, c'est une phrase mémotechnique. La première lettre de chaque mot, ça vous donne le nom d'une planète. Me voici tout mouillé, je suivais un nuage. Me voici tout mouillé, je suivais un nuage. Mercure. Voici, allez, tous ensemble. Vénus, Terre, mouillé. Je suivais un nuage. Alors, les enfants sont beaucoup plus dynamiques. J'étais ce matin dans une école, il va falloir vous entraîner. Donc, me voici tout mouillé, je suivais un nuage. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et donc, dans cette configuration-là, vous avez la Terre qui est la troisième planète à partir du Soleil. La deuxième planète, Vénus, est un peu trop près du Soleil, il fait 460 degrés. Trop chaud, trop près. Un peu plus loin du Soleil, après la Terre, c'est Mars, il fait moins 50 degrés. Trop près du Soleil, l'eau s'est complètement vaporisée. Trop loin du Soleil, sur Mars, l'eau elle est complètement gelée. Finalement, la Terre est à la bonne distance de son étoile, de sorte que l'eau est restée sous sa forme liquide, entre autres. Et c'est ce qui a permis à la vie d'apparaître sur la Terre. La vie, on l'a cherchée, la vie, on l'a cru la voir proche de nous, sur Mars, quand, à partir des premiers télescopes plus ou moins sophistiqués, eh bien, Schiaparelli observe Mars et croit déceler des traits à peu près filiformes qu'il interprète comme étant des canaux. Ensuite, Percival Lowell, un richissime astronome américain, un peu excentrique, construit le plus grand télescope du monde à l'époque, l'observatoire Lowell, et entreprend d'établir des cartes très précises où il dessine des canaux, tout un réseau de des canaux qui achemineraient pour les Martiens de l'eau des calottes polaires jusqu'aux zones équatoriales. Et à partir de cette époque, donc fin du 19e siècle, naît cette fiction très, très prolifique sur le mythe des Martiens, tantôt gentils, tantôt méchants, voulant envahir la Terre. À cette question, je ne vous donne pas de réponse, évidemment. La réalité est tout autre, puisque on connaît bien Mars, on a envoyé plein de sondes, et on connaît même mieux Mars qu'on ne connaît la surface terrestre. Cette planète, on l'a dit, elle est gelée, il fait moins 50 degrés, mais surtout, Mars est doté d'une très fine atmosphère, 100 fois moindre que l'atmosphère terrestre. De sorte que dans notre cas, sur Terre, c'est l'atmosphère qui nous protège des radiations dangereuses du Soleil. Eh bien, dans le cas de Mars, on n'a pas de cette chance et la surface est complètement irradiée, complètement stérilisée, de sorte que la vie n'est pas possible sur Mars. Donc, la vie, on la recherche dans l'univers et avant de la chercher, il faut savoir ce que l'on cherche. De quoi parle-t-on ? Eh bien, sur Terre, la vie, elle est codée dans la molécule de l'ADN. Et la molécule de l'ADN, je vais faire un petit peu de chimie, donc c'est des molécules. Les molécules, c'est un agencement d'atomes. Vous savez que dans la nature, il y a plus d'une centaine d'atomes, et ces atomes se mettent ensemble et ça forme des molécules et donc des fonctions plus ou moins chimiques ou biologiques. Et la molécule ADN, vous voyez, c'est une succession de milliards de molécules et qui a une forme de double hélice.
avec des barreaux. Vous voyez? Donc c'est extrêmement compliqué, extrêmement complexe. C'est pour ça que le point de vue du biologiste, c'est de dire que la vie est tellement compliquée, tellement complexe, que c'est impossible qu'il ait pu avoir la même chose ailleurs dans l'univers. Mais le point de vue de l'astronome, c'est équivalent de dire qu'il y a tellement de possibilités, comme on l'a vu tout à l'heure, que c'est une question de probabilité. Mais pour vous montrer la complexité du vivant, le simple fait de digérer une pomme, voilà que ça entraîne comme réaction chimique. Et là, je n'ai mis que la première page, et il y en a bien une dizaine. La vie, c'est quoi? J'ai pris un exemple, quelques exemples vraiment très, très sélectifs. Une bactérie, un poisson, un être humain, des fleurs, un arbre. Voilà. Mais on ne peut pas se baser sur ces quelques exemples. Il nous faut définir cette vie pour pouvoir la chercher. Alors, c'est la question que je vous pose. Comment définiriez-vous la vie? Si on était en présence d'une vie extraterrestre, comment la reconnaîtriez-vous? Ça évolue. Ça, c'est bien. Ça évolue. C'est vrai que quelque chose de figé, ben, ça serait à terme voué à la mort. Ça évolue. Quoi d'autre? Ça se reproduit. Oui, très bien. C'est vrai que sinon, il n'y aurait pas de prolifération. Quoi d'autre? Ça naît, ça meurt. Ça naît, ça meurt. Oui. Ça se nourrit. Ça se nourrit. Ça se nourrit de matière organique. Ça respire. Ça contient les atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. D'accord, oui. Ok. De l'eau, toujours. De l'eau? Il faut de l'eau. De l'eau? D'accord. Oui. C'est ce qu'on dit. Oui. D'accord. Il y a un certain nombre Comment? de mouvements. Du mouvement. Oui. Je ne sais pas si on peut trouver des formes de vie immobiles. C'est autonome aussi. Autonome? Ça veut dire quoi, autonome? Qui a dit ça? Par exemple, un virus Ouais. est indépendant. Alors, un virus, c'est pas vivant. Mais je trouve- Je crois que c'est une suite. Ok. Donc, vous me dites quoi d'autre? Si de l'oxygène. Alors, là, vous savez, la vie, au tout début de la Terre, il n'y avait pas d'oxygène. Hein. Et la vie est apparue bien avant l'arrivée de l'oxygène. Et c'est les algues bleues, les cyanobactéries qui, sous l'eau, ont produit énormément d'oxygène, qui a rempli, effectivement, la couche d'ozone, et qui, ensuite, la vie est apparue. Mais bon, on peut prendre l'oxygène, mais ce n'est pas vraiment requis. Quoi d'autre? Est-ce qu'avec ça, Le soleil, la chaleur. la chaleur? Le soleil. Ok. La lumière. Il faut de la lumière. C'est pas sûr, hein? Forcément. Pas forcément. C'est bien la lumière aussi, il y a des êtres. De l'énergie. De l'énergie. Alors là, vous confondez ce qu'il faut et ce qui caractérise. D'accord? Si vous aviez E.T. assis à côté de vous, comment vous pourriez dire que c'est vivant? Voilà. Multiplication des cellules. Voilà, réplication, oui, très bien, c'est ce qu'on a dit, je crois. Voilà, reproduction, réplication, c'est bien. Une température. Température? Je ne dis pas que ce ne soit pas trop froid, parce que je disais sur Mars, finalement, il n'y a pas de vie parce qu'il fait toujours. Les caractéristiques alors du... Non, non, mais un être vivant, vous le voyez là, il est assis près de vous. Un E.T., un martien, comment le reconnaîtriez-vous? Vous voulez lui mettre un thermomètre, c'est ça que vous vouliez dire? Ou il lui faut une température Communique peut-être aussi. Communiquer. Réaction. Communiquer. Alors ça, c'est pas prouvé pour tous les êtres vivants. Bon, on va faire le point. Alors la complexité, effectivement, la réplication, hein, la reproduction, l'évolution, on m'avait dit, la consommation d'énergie, on peut rajouter la respiration, la consommation, on se nourrit de matière organique, oui, la respiration, très bien. On a fait, je pense, à peu près le tour. Donc on est capable de reconnaître la vie si elle se présente à nous. Alors que dire d'un cristal? Vous savez, les cristaux, ils se reproduisent identiques à eux-mêmes,
Il suffit d'un, et puis après ça essaime. Est-ce que c'est vivant, un cristal? Ça se reproduit. Ah, vous vouliez qu'on ait tout à la fois. Ah bon, d'accord. Que dire d'un feu de forêt alors? Un feu de forêt, ça mange, ça respire, ça se reproduit, ça vit, ça meurt. Est-ce que c'est vivant? Oh, c'est toujours mesurable. Peut-être qu'on ne peut pas le mesurer. Pourtant, ça répond aux critères qu'on a énoncés. Si vous voulez le rejeter, c'est que vous ne voulez pas discuter avec un feu de forêt, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas boire une tasse de thé avec un feu de forêt, voilà. Donc c'est un petit peu subjectif. Donc je vous titille un peu. En fait, la vie, définir la vie, c'est pas facile. On n'a pas finalement de définition stricto sensus de la vie. C'est très partial de définir la vie. Et vous ne m'avez pas parlé des autres formes de vie, ou ce sur quoi vous êtes basé, sur la vie terrestre. Hein. Mais les autres formes de vie, comment on va les reconnaître? Il y a peut-être des vies sous forme d'énergie pure, ou alors d'électricité statique. Comment définir la vie si on ne sait pas de quoi il s'agit? Vous m'avez défini que des choses un peu terre à terre, c'est le cas de le dire. C'est l'interaction avec des stimuli, ça répond à des stimuli. Bon, alors c'est très difficile. Chacun va donner sa version, plus ou moins, par rapport à ses convictions peut-être, je ne sais pas. Donc c'est très difficile. Et donc on peut très vite divaguer dans tous les sens et dire « Oh, on a vu la vie là parce que oui, il y avait une espèce de fluorescence et donc c'est la vie ». C'est effectivement très difficile. On n'a pas vraiment de définition stricte de la vie. Et donc, en attendant d'avoir une définition, je dirais, moléculaire, eh bien, le parti que l'on a pris pour rechercher la vie, c'est ce que vous avez fait exactement, en fait. C'est humain. C'est de rechercher la vie telle que nous la connaissons. C'est un petit peu restrictif, hein. C'est vrai, on se coupe de plein de choses. C'est un petit peu partial, mais on ne peut pas faire autrement. Pour vous donner un exemple, il y a un homme qui cherche ses clés au pied d'un lampadaire. Un passant lui demande « Que cherchez-vous, monsieur ?» Il dit « Mes clés. » « Mais vous avez perdu ici, au pied du lampadaire ?» Il dit « Mais non, mais c'est le seul endroit où il y a de la lumière. » C'est exactement ce qu'on va faire. On va chercher la vie telle que nous la connaissons parce que le reste, on est incapable de savoir ce que c'est. Et donc, revenant sur la vie sur Terre, la vie codée par l'ADN, la molécule de l'ADN, c'est le grand mécano-biologique. L'ADN, elle définit toutes les fonctions dans le corps humain. Elle définit une cellule, elle définit que cette cellule sera une cellule de neurones, une cellule d'os, une cellule de sang, etc. Tout est codé dans l'ADN. Donc, la vie sur Terre, c'est l'ADN. Et donc, cet ADN, on va la comprendre un peu mieux. L'ADN, c'est quoi? C'est une somme de molécules, de sucre et d'acides aminés. Donc, ces molécules-là, c'est ce qu'on appelle des molécules organiques, donc basées sur le carbone. Et le carbone et quelques autres éléments comme de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène. Il y a très peu d'atomes, finalement, qu'on appelle des molécules organiques. 4, 5, 6. Ces fameux CHONPS ou CHONPS. D'accord? C-H-O-N-P-S. D'accord? Et donc, c'est vrai que pourquoi le carbone? Parce que le carbone, il a ce qu'on appelle, il a des liaisons qui permettent d'agencer plein de molécules. Puisqu'on veut des molécules de plus en plus compliquées, de plus en plus complexes, il faut plein de bras. Et l'atome de carbone se prête bien à cet agencement de mécano, puisqu'il est, on dit, tétravalent. Mais il y a un autre atome qui l'est aussi, c'est l'atome de silicium. Sauf que celui-ci, on va l'éliminer. Pourquoi? Parce que les liaisons qu'il génère, elles sont beaucoup trop solides. Et justement, on parlait de vie comme quelque chose qui se réplique, qui évolue. Et donc, il faut que ça se casse et que ça puisse générer d'autres molécules, etc. Donc, on va retenir le carbone, et donc le carbone et ses molécules organiques. Donc, voici la première chose
dont on a besoin pour le vivant, les molécules organiques. Deuxième chose, eh bien, c'est l'eau. L'eau, parce que c'est le meilleur solvant. Avec ça, vous pouvez favoriser les réactions chimiques, dissoudre tout et favoriser ces mélanges moléculaires. Donc l'eau, c'est une molécule qui contient O, l'atome d'oxygène, et 2 atomes d'hydrogène. Vous me direz, c'est restrictif aussi de demander de l'eau? Eh bien non, parce que c'est la molécule qui est la plus abondante dans l'univers après la molécule d'hydrogène. Tout simplement parce que dans l'univers, le premier atome le plus abondant, c'est l'hydrogène. Dans le vaste univers, vous n'avez que ça. Le Soleil, c'est 75% d'hydrogène. Le deuxième élément, c'est l'hélium, le plus léger aussi. Il y en a aussi dans le Soleil, 25%. Et le troisième, devinez, c'est l'oxygène. Et donc, avec le premier et le troisième, vous faites la molécule la plus abondante avec H2, le gaz d'hydrogène. Et donc, l'eau est un excellent solvant, il y en a partout, ça tombe bien. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Eh bien, il faut aussi de l'énergie pour favoriser donc, ces réactions chimiques. Donc, des molécules organiques, de l'eau et de l'énergie. Et avec ça, est-ce qu'on peut fabriquer de la vie? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé sur Terre, très facilement, apparemment. Et on a reproduit cette expérience en laboratoire, c'est l'expérience de Miller dans les années 50, où il a mis dans un bocal totalement isolé de l'extérieur de l'eau, des molécules organiques, du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, etc. Il a mis des décharges électriques, il a attendu quelques semaines, et au fond de ce bocal, il a découvert quoi? Des acides aminés. Donc très facilement, très simplement, eh bien, on peut synthétiser avec les ingrédients qu'il y avait dans la Terre primitive, puisque c'est ces éléments-là qu'il y avait dans la Terre primitive, eh bien, des molécules organiques, des acides aminés, et les acides aminés sont à la base du vivant. Et le vivant sur Terre, eh bien, il remonte il apparaît très très vite. En fait, la Terre s'est formée, on l'a vu dans l'animation au début, par bombardement, par accrétion. Donc la boule Terre grossit de plus en plus. Au départ, c'est un magma infâme, c'est bouillonnant, c'est en fusion. Mais ensuite, quand le bombardement cesse un petit peu, eh bien, la Terre se refroidit, se forme une croûte. Et dès les premiers moments de cette solidification de la croûte, eh bien, 100 millions d'années après, eh bien, on détecte la vie. Voyez, donc 3 milliards 9, 3 milliards 8 avant notre ère, eh bien, on détecte les premiers signes de vie, les premières bactéries. D'accord ? Et pendant 2-3 milliards, eh bien, la vie sur Terre, elle est là, elle existe, mais elle est uniquement sous forme monocellulaire. Et c'est seulement 1 milliard d'années avant notre ère qu'on observe les premiers organismes multicellulaires. Et à partir de 500 millions d'années avant notre ère, la vie explose. Donc on a la formation de l'oxygène et la vie sort de l'eau et va conquérir toutes les niches sur Terre. Donc, conclusion, la vie semble être apparue très facilement sur Terre dès lors qu'on avait ces éléments, molécules organiques, eau et puis de l'énergie. Donc ça serait quelque chose d'assez finalement générique que l'apparition de la vie. Eh bien, retour sur Mars, qu'on avait éliminé tout à l'heure en disant que c'était impossible d'y abriter la vie. Sauf que, en observant, en étudiant cette planète, en y envoyant des sondes, eh bien, regardez les détails de sa surface. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ça vous fait penser à quoi, tout ça? À des fleuves. Il y a quelque chose qui a coulé. C'est exactement un ruissellement d'un liquide à la surface de Mars. Et ce liquide, eh bien, c'est de l'eau. Bon, déjà d'une part parce que l'eau est abondante dans l'univers, mais surtout que là, on a la preuve que c'est de l'eau parce qu'on a découvert des argiles au fond de ces lits de rivières séchées et ces argiles ne peuvent être formées que par de l'eau. Donc, si de l'eau a coulé sur Mars, on fait le raisonnement inverse, ça veut dire que sur Mars, il faisait bon vivre. Sur Mars, il y avait une pression atmosphérique, une température compatible avec de l'eau liquide pendant un temps suffisamment long, puisque ça durait quelque temps. Et donc, qui dit eau liquide, dit possibilité de vie. C'est pour ça qu'actuellement, sur Mars, il y a toujours
un robot qui tourne autour, qui vole, qui creuse, à la recherche de traces de vie passée sur Mars. On a eu à un moment donné, peut-être, l'idée d'une découverte de la vie sur Mars. C'était il y a quelques années, qu'on a récupéré en Antarctique une météorite qui provient de la planète Mars. C'est possible, des météorites peut-être éjectées de la planète Mars. Et en analysant cette météorite, vous voyez ce qu'on voit là, des espèces de bactéries fossilisées, en plus d'acides aminés et de molécules organiques présents ici. Sauf que maintenant, cette découverte est très, très controversée, puisqu'on peut aussi obtenir ce genre de structure à partir de minéraux. Donc, la question est encore ouverte. On n'a pas trouvé de traces de vie sur Mars, mais effectivement, c'est un endroit que l'on aimerait fouiller davantage. Donc, la recherche de la vie dans l'univers, comment elle se fait maintenant que l'on sait quoi chercher? Eh bien, parmi les 2000 planètes que l'on a découvertes, lesquelles pourraient abriter la vie avec les critères que l'on a pu établir? Eh bien, une planète habitable, elle serait pas trop grosse, parce que si elle est trop grosse, c'est une géante gazeuse, pas trop petite, parce que si elle est trop petite, eh bien, elle n'a pas d'atmosphère, comme la Lune, comme Mars, et on sait que l'atmosphère est vitale. Et enfin, eh bien, il faut qu'elle ne soit ni trop chaude, ni trop froide. Sinon, on n'aurait pas d'eau liquide. Et donc, parmi les pléthores d'étoiles que l'on voit dans le ciel, dans la galaxie, les étoiles, elles sont de tout type, de toute température. En fait, c'est l'inverse des robinets. Les étoiles rouges, ce sont les étoiles les plus froides, et les étoiles bleues, ce sont les étoiles les plus chaudes. Et donc, vous voyez que plus on est près de son étoile, voilà, plus cette bande bleue ici, c'est la bande où il fait bon vivre, c'est-à-dire où l'eau est liquide. Et donc, pour notre étoile, le Soleil, la Terre se trouve dans la bonne zone, d'accord? Et pour une étoile rouge, par exemple, cette zone qu'on appelle la zone habitable, elle serait un peu plus proche. Donc, en fonction des étoiles que l'on va, autour desquelles on a découvert des planètes, eh bien, on pourra déterminer lesquelles sont habitables ou pas, donc lesquelles peuvent avoir de l'eau liquide. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la première planète habitable. On l'a découverte il y a seulement quelques mois, donc elle est vraiment comme la Terre, à la bonne distance, la bonne taille, la bonne masse. Donc on s'attend à ce que si on y allait sur cette planète, eh bien, on se sentirait comme à la maison. Elle se trouve à 500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Et on a découvert d'autres planètes habitables, c'était la première, et par critère de similitude avec la Terre. Donc il y en a plusieurs, et qui sont vraiment du type habitable, c'est-à-dire avec les bonnes conditions pour la vie. Des planètes habitables. Habitables, mais pas habitées, hein, on est bien d'accord. Il y a encore un cran au-dessus qu'on n'est pas capable de franchir, comme je le disais au tout début de ma conférence, car pour détecter la vie sur des astres aussi loin que ces planètes, à des dizaines, des centaines d'années-lumière, c'est actuellement impossible. Mais par contre, on sait ce qu'il faudrait faire. Par exemple, tout à l'heure je parlais de cet oxygène. L'oxygène sur Terre, l'atmosphère est composée à 21% d'oxygène. Et cette abondance en oxygène, elle n'est pas naturelle, cosmiquement, elle est due à la vie. Donc si on est capable, sur une planète extrasolaire, de détecter la composition de son atmosphère et de détecter l'oxygène ou tout simplement l'ozone, eh bien ça serait un marqueur significatif pour la vie. Un autre exemple, ce serait, si on en est capable aussi, de détecter la signature de la chlorophylle. La chlorophylle étant responsable de la photosynthèse sur Terre. Donc voici quelques signatures, si on était capable de les détecter, seraient probants pour la détection de la vie. Donc voilà où on en est dans la recherche de la vie, mais tous ces mondes très très loin, encore inaccessibles, eh bien on peut aussi essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose plus près de nous, plus accessible, c'est-à-dire dans notre système solaire. Or, je l'ai dit, la Terre
est l'unique endroit dans le système solaire où l'eau est liquide, puisqu'on est à la bonne distance de notre étoile. Sauf qu'en observant tous les astres, toutes les planètes de notre système solaire, on est allé jusqu'à Neptune, hein, on a pris des photos de toutes les planètes du système solaire. Il se trouve que Jupiter, bon, pas de problème pour Jupiter. Jupiter, c'est une géante gazeuse, donc on ne va pas chercher la vie sur un nuage, sur du gaz. Par contre, Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, héberge une soixantaine de satellites autour. Et parmi ces satellites, il y en a même qui sont quasiment aussi gros que des planètes, aussi gros que notre Lune aussi. Et l'un d'entre eux, Europe, dont voici l'image, nous intrigue. Pourquoi? Regardez à la surface. Donc au niveau de Europe, il fait moins 150 degrés. Donc il fait très très froid. L'eau n'est pas du tout liquide, hein. En fait, la croûte que vous voyez ici, c'est une croûte de glace, une épaisse croûte de glace. Zoomons un petit peu. On zoome, on voit des espèces de craquelures à la surface d'Europe. Zoomons encore. Et là, voici la meilleure image que l'on ait de la surface d'Europe. Et regardez ici. Ici, vous voyez ce bloc ici qui s'est cassé en deux et qui se sépare. Ça vous rappelle quelque chose sur Terre? Les quoi? Oui, et puis quand c'est glacé? Oui, exactement, les icebergs. Et pourquoi ça se casse et ça se disloque et ça se sépare? Sous les icebergs, qu'est-ce qu'il y a? De l'eau liquide. Eh bien, c'est exactement la même réflexion que l'on s'est faite quand on a vu tout ça. Eh bien, c'est que sous la banquise d'Europe, il y a un océan. Et là, maintenant, on est quasiment sûr, il y a un océan d'eau. Et cet océan d'eau est 2 fois plus important que tous les océans sur Terre. Et qui dit eau, dit excitation maximum pour les astronomes, puisque l'eau liquide, et en plus on sait qu'il y a les molécules organiques, eh bien, forcément. Mais il fait froid quand même, hein. Il fait froid et il n'y a pas de lumière. On est au niveau de Jupiter, le Soleil est très très loin. Est-ce que la vie serait possible? Regardez. Ce n'est pas sur Europe, hein. On est bien d'accord. C'est bien sur Terre, mais au fond des fosses abyssales. Pas de lumière, à 5000 mètres sous l'eau. On a toute une faune qui se développe, au moins 200 espèces animales qui se prolifèrent en l'absence de lumière. Et il y a des bactéries qui se nourrissent alors ici, ces colonnes-là, ce sont en fait des bouches volcaniques qui dégagent on appelle ça des fumeurs noirs, qui dégagent de la matière soufrée. Et donc des bactéries décomposent cette matière pour la synthétiser en acide aminé. Et donc à partir de là, vous avez tout un écosystème dont ces crevettes géantes, qui sont des Rhymicaris ibisae, qui sont dépourvues de yeux, aveugles, hein, parce que ça ne sert à rien, de toute façon il n'y a pas de lumière, et qui se développent, ainsi que plein d'autres espèces. Donc on imagine qu'une telle vie soit possible sur Europe, puisque finalement on a les mêmes conditions, exactement les mêmes conditions. Et ces genres de vie dans des conditions extrêmes, on les appelle des extrémophiles. Il y a des biologistes qui travaillent sur ces extrémophiles. Et on a découvert, par exemple, un lac souterrain en Antarctique, donc en l'absence aussi de lumière, à 20 mètres sous la glace, des bactéries qui vivent dans le froid, à moins 13 degrés. On a découvert donc cette vie qui se trouve dans les océans à 5000 mètres sous l'eau, ces fumeurs noirs. Et on a même découvert, encore mieux, dans tous les autres cas, c'était des formes de vie qui avaient besoin d'autres espèces pour s'alimenter. Elle était dépendante d'autres espèces. Par exemple, au fond des océans, on a besoin des phytoplanctons pour l'oxygène. Eh bien ici, au fond des mines sud-africaines, on a découvert une bactérie, des Ulforhynchus audax viator, d'après les romans de Jules Verne, qui vit complètement sans nulle aide d'autres organismes. Elle est en absence de lumière, bien entendu, à 2800 mètres sous la roche, donc l'eau d'infiltration. Ces bactéries décomposent l'azote et le gaz carbonique dissous dans cette eau-là. Et grâce à quelle énergie? L'énergie radioactive, des roches radioactives qui sont là.
Donc grâce à cette énergie, grâce à la décomposition des éléments présents dans l'eau, elles arrivent à synthétiser tout ce dont elles ont besoin pour vivre. Donc des formes de vie extrêmes, comme celle-ci, que l'on pourrait aussi trouver sur Mars. Donc ce qui relance encore nos recherches de la vie ailleurs que sur Terre et dans des endroits que l'on pensait inhospitaliers. Alors, on cherche la vie, on est proactif, on essaie de la trouver un peu partout du système solaire dans les étoiles, mais on peut aussi attendre un signal venu de l'extérieur. Nous sommes une civilisation communicante depuis quelques dizaines d'années, hein, donc nous émettons des signaux de télévision, de radio, entre nous bien entendu, mais une bonne partie s'en va dans l'espace. Et on peut imaginer l'inverse, pouvoir capter ces signaux, donc intelligents, d'une source dans l'espace, d'une source dans la galaxie. Et donc c'est le but, c'est l'objectif du programme SETI, pour en anglais la recherche de l'intelligence extraterrestre, donc un radiotélescope aux États-Unis qui écoute l'univers, qui enregistre plein de signaux. Mais alors il enregistre tous les signaux possibles et après il faut faire le tri. Et ça demande énormément de travail, énormément de puissance de temps de calcul et bien sûr on n'a pas à disposition de telle puissance de calcul. Et donc, il y a un petit logiciel que vous pouvez télécharger sur le site qui s'appelle SETI Atom, qui, pendant que votre ordinateur, vous, le vôtre, qui est en veille, eh bien, pendant ce temps-là, il peut analyser ce bout de signal qu'il aura téléchargé, et peut-être que vous découvrirez un signal intelligent, donc la gloire ad vitam aeternam. Un signal intelligent, c'est-à-dire un signal qui puisse être émis par par une civilisation avancée. Et dans cette quête désespérée de l'homme pour savoir s'il n'est pas tout seul dans l'univers, un petit peu à la manière d'un naufragé qui lance sa bouteille à la mer, hein, eh bien, les scientifiques ont mis une espèce de message sur une sonde spatiale. Vous savez que les sondes spatiales ont exploré toutes les planètes. Il y en a même une qui est en train de quitter notre système solaire, c'est Voyager 1, qui a fait toutes les photos des planètes, là, jusqu'à Neptune, se trouve à la distance de 18 milliards de kilomètres et actuellement est en train de quitter le système solaire et de foncer tout droit vers une constellation, vers une étoile de la constellation de la Girafe qu'elle atteindra dans 40 000 ans. Et sur ce disque, eh bien, on y a mis des messages de la Terre. On y a mis des musiques de différentes cultures, du Bach, de Beethoven, de la musique papou, du Peul. Voilà. On a mis des sons de la Terre, la pluie, les bruissements de feuilles, etc. Plein de choses, quelques informations. On a mis même l'explication pour lire le disque, en espérant qu'une civilisation suffisamment avancée puisse la récupérer. Et même si nous, on n'aura pas de réponse, hein, eux, au moins, ils auront la sensation d'avoir eu cette réponse qu'ils peuvent très bien se la poser. Donc, je terminerai cette conférence par cette phrase de Giordano Bruno. Il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils. C'était un grand visionnaire, un homme exceptionnel, en avance sur son temps. Et bien avant nous, il a effectivement eu ce trait de génie de penser qu'on n'était pas seul dans l'univers. Et je vous laisse toujours avec cette même question, mais maintenant vous avez compris que l'espoir est permis et que nous savons ce qu'il faut faire pour avoir la réponse. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, alors là, et puis après vous. D'abord vous. Est-ce que vous pouvez me redonner le nom du logiciel que vous avez proposé de télécharger en tout premier au début? Stellarium. Stellarium. S-T-E. Stellarium. Ouais, Stellarium, comme stellaire, avec 2 L. 2 L. Voilà. Stellarium. Merci beaucoup. Oui? Est-on sûr que Voyager 1 va atteindre dans 40 000 ans la constellation de la Girafe? Comment est-ce qu'on
peut évaluer ça? Eh bien, on connaît, donc Voyager 1 est en train de quitter le système solaire. Elle a une vitesse que l'on connaît, puisqu'on a communiqué avec Voyager quand elle se trouvait à cette distance-là que j'ai indiquée. Voilà. Voilà. À 18 milliards, elle a envoyé un signal, donc elle est toujours vivante. Et on connaît sa vitesse, on connaît sa direction, on connaît l'environnement des étoiles proches, donc on calcule sa trajectoire. Et cette trajectoire l'amène tout droit vers cette étoile dans 40 000 ans. On connaît les distances des étoiles, donc c'est très facile. C'est simplement de la navigation céleste. Mais elle utilise quelle énergie pour... Non, elle n'utilise aucune énergie, elle est lancée. Elle a sa... Alors dans l'espace, c'est ça qui est un petit peu confus, c'est que, en fait, dès lors qu'un objet a une vitesse donnée, la garde. Ce n'est pas comme sur Terre. Il faut une énergie pour maintenir un mouvement parce qu'il y a des frottements. Dans l'espace, il n'y a pas de frottement. Vous lancez une pierre, eh bien, elle partira, s'arrêtera jamais. Pour s'arrêter, justement, il faut une force. Donc là, la vitesse qu'elle a pu acquérir durant ses voyages, elle la garde et puis elle s'en va. On a identifié des planètes habitables dans cette constellation? Non, non, mais on n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu. Mais a priori, maintenant, le constat que l'on a, c'est qu'autour de chaque étoile, il y a des planètes. Ça paraissait logique, effectivement, parce que dans le processus de formation des étoiles, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Il y a l'étoile qui se forme au centre, et à la périphérie, vous avez un disque de poussière et des planètes qui se forment de facto. Donc, d'après les études que l'on a faites, autour de chaque étoile, on a trouvé des planètes. Donc, si on regardait celle-là, on devrait en trouver. Oui? Comment on sait comment la Terre s'est formée? Est-ce qu'on fait des pronostics sur la façon dont elle va se terminer, la Terre? Dont elle va se détruire? Ou est-ce qu'on y pense à ça? Alors la Terre s'est formée hein, par agrégats. Hein. Maintenant, elle est constituée. Elle ne va pas se détruire. Hein. Elle est telle qu'elle est. Et on est tous soumis à la loi de la gravitation. Donc, quand vous parlez de la Terre, vous pensez plus à la vie sur Terre, pas à la Terre elle-même. Parce que la Terre elle-même, elle ne risque rien. Hein. Elle est comme elle est. Voilà. Elle va pas, même s'il y a un astéroïde qui tombe sur la Terre, ça ne va pas la casser. Hein. Il faudrait vraiment un gros truc. Et on les connaît tous, hein, les objets. Les astéroïdes, c'est des objets très petits. Non, c'est la vie dont vous parlez peut-être. Non, non, la boule ne va pas imploser, ça restera telle qu'elle. Il n'y a aucun mécanisme. Comment? Elle peut refroidir. Elle peut refroidir, elle peut tourner moins lentement, tout ça, ça évolue, effectivement, mais la boule restera boule. La seule chose, c'est que la vie sur Terre, elle dépend du Soleil. La chaleur du Soleil, la lumière du Soleil. Et c'est là la limitation, c'est que le Soleil, il produit cette lumière, produit cette énergie, parce qu'il y a du carburant. Un carburant, c'est son carburant, c'est en fait le Soleil est le siège de réaction thermonucléaire au centre. Quand ce carburant sera épuisé, eh bien, le Soleil cessera d'émettre la lumière. Mais ça sera dans 5 milliards d'années. À ce moment-là, le Soleil enflera, et arrivera à la taille de la Terre. Donc effectivement, la Terre, à ce moment-là, sera complètement calcinée. Hein, mais la Terre, boule, restera boule. Il n'y aura pas de problème. Mais il n'y aura plus de vie, plus rien du tout. Et puis après, le Soleil va se rétracter pour devenir une petite étoile, une naine blanche qui rayonne très peu. Et à ce moment-là, la Terre sera toujours au même endroit, sauf qu'elle sera toute froide et toute gelée. Mais elle sera toujours là. Donc Mars, quand vous dites que Mars est gelé, on ne peut pas imaginer que Mars ait eu de la vie avant et qu'elle est devenue... Si, bien sûr. Si, puisque, pourquoi on peut l'imaginer? Parce qu'on trouve des traces d'eau liquide. Donc, qui dit traces d'eau liquide? Et on sait que sur Terre, dès qu'il y a eu de l'eau, dès qu'il a fait suffisamment moins chaud, moins de bombardements, la vie est apparue tout de suite. Donc, comment ne pas imaginer que sur Mars, où il y a eu de l'eau, où il y a eu de la température qui était compatible avec l'eau liquide, que la vie ne soit pas apparue? On ne dit pas la vie genre animale très développée, mais même la moindre petite bactérie
on serait hyper content de trouver une bactérie. Après, ce n'est pas très sexy de parler avec une bactérie, mais la première étape, effectivement, de trouver une bactérie, parce que pour l'instant, on n'a jamais trouvé aucune forme de vie ailleurs que sur Terre. Et c'est la question que l'on se pose. Est-ce que la Terre a été tellement chanceuse? Est-ce que les conditions sur Terre sont tellement extraordinaires pour que seul cet astre dans l'univers ait pu abriter la vie? C'est la question. Oui? Pourquoi à ce moment-là, sur Mars, à quel moment il y a eu le liquide pour qu'il n'y en ait plus maintenant, et que maintenant il fasse moins 150 degrés, alors que vous dites que c'est le Soleil, en gros, que le Soleil n'a pas changé pour Mars? Oui, ben c'est ça. Alors la quête de la vie dans l'univers, c'est pas un sujet, c'est un sujet que l'on regarde, mais ce n'est pas l'extrême priorité, on ne met pas d'énormes moyens. Ce qui nous intéresse, de prime abord, c'est surtout de faire ce qu'on appelle la planétologie comparée, c'est-à-dire comprendre la Terre. Et pour mieux comprendre la Terre, c'est aussi regarder les autres planètes. Regarder les planètes qui nous sont voisines et regarder aussi les planètes qui sont en dehors de notre système solaire. Et quand on regarde Mars, quand on regarde ce qu'elle a pu être et ce qu'elle est devenue maintenant, ça vous fait froid dans le dos, exactement. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est effectivement fondamental pour mieux comprendre ce qui pourrait arriver sur Terre. Et pour répondre à votre question, si l'eau était, on fait le raisonnement inverse, s'il y a eu de l'eau liquide, c'est que la pression était suffisante, la température était suffisante. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus d'eau, parce que l'atmosphère, elle est partie. Donc pourquoi est-elle partie? Et donc la réponse à cette question, en tout cas ce qu'on en pense être la réponse, c'est que Mars a perdu son champ magnétique. Et sur la Terre, le champ magnétique de la Terre a permis de protéger la Terre, parce que le Soleil envoie continuellement un vent de particules. On appelle d'ailleurs le vent solaire, un vent de particules. Et au début, en plus, le Soleil avait un vent très puissant. Et donc, quand Mars a perdu son champ magnétique, eh bien, le vent solaire a chassé l'atmosphère. Voilà. Donc, c'est pour ça que par succession d'événements, l'eau a disparu. Et dans le cas inverse, Vénus, il fait 460 degrés sur Vénus. Pourtant, elle n'est pas beaucoup plus proche du Soleil que de l'est la Terre. 460 degrés. C'est même le record de température. Le record de température. Je vais remettre la photo, ça sera plus parlant. Alors, la petite photo, petit schéma du système solaire. Voilà. Donc, ok, un peu plus loin, puis Mars, il a perdu son atmosphère, donc plus d'eau. Mais en fait, toutes ces planètes qui sont là, qu'on appelle les planètes rocheuses, elles se sont formées dans un mouchoir de poche, donc avec les mêmes ingrédients, le même moule. Donc a priori, elles ont toutes eu les mêmes conditions que sur Terre, mais elles ont évolué différemment, et c'est le but de la planétologie comparée. Donc je travaille effectivement sur ça. Et pour le cas de Vénus, plus chaud même que Mercure, et on sait pourquoi. Trop chaud, donc effectivement l'eau est complètement vaporisée, il fait 460 degrés. Hein. Et la raison pour laquelle la température s'est complètement dérapée sur Vénus, c'est que dans l'atmosphère de Vénus, elle est composée en majorité de gaz carbonique. Et donc ce à quoi on assiste sur Vénus, c'est un effet de serre qui s'est emballé. Et l'effet de serre, vous savez ce que c'est? C'est ce qui se passe actuellement sur Terre pour expliquer le réchauffement climatique. Sauf que dans l'atmosphère de Vénus, c'est 97% de gaz carbonique. Dans notre atmosphère, c'est seulement 1%. Donc en étudiant à gauche, à droite, donc à gauche Vénus, à droite Mars, on essaie de comprendre comment ces planètes ont évolué, et in fine, on essaie de comprendre comment notre planète s'est formée, comment elle pourrait évoluer. Oui? Ces planètes, vu la proximité avec la Terre, est-ce que les changements qu'elles ont connus ont influé sur les changements qu'a connu la Terre, l'apparition de la vie? Est-ce que le Soleil, vu son importance bien plus grande, cette évolution est liée forcément au mouvement? Alors chacune, il serait trop long d'en parler ici, mais chacune a eu effectivement des
des facteurs qui ont influé dans leur évolution divergente. Par exemple, dans le cas de Mars, elle était trop petite, et donc le champ magnétique, en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est liquide. La Terre est encore chaude à l'intérieur. Et donc, le fait que l'intérieur soit chaud, ça génère un champ magnétique. Pour la pauvre, malheureuse Mars, elle était trop petite, et donc le champ magnétique a cessé. Dans le cas de Vénus, c'est encore une autre histoire. Voilà. Donc, effectivement, quand on regarde tout ça, on se dit la Terre est bien chanceuse. Et ça revient sur cette question, est-ce qu'on était trop chanceux pour que la vie n'apparaisse que sur Terre? Il y a aussi cette histoire de la Lune. La Lune, c'est un gros compagnon pour la Terre. Il n'existe rien de tel dans les autres planètes. Et il semblerait que la Lune ait stabilisé aussi l'axe de rotation de la Terre. Parce qu'on a vu que manifestement, la vie apparaît facilement, rapidement. Donc ce n'est pas un problème pour la vie d'apparaître. Le problème, c'est surtout de la maintenir. Et si, dans le cas de Mars, sans Lune, l'axe de Mars a oscillé grandement. Donc ça veut dire que des âges glaciaires répétés au fil de son histoire, et là, ce n'est pas très bon pour la vie. Oui? On parlait de l'eau, on regardait sur Mars s'il y avait de l'eau, etc. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on s'en servira un jour pour la Terre? Parce qu'on parle du réchauffement climatique, si on imagine qu'un jour il y aura plus d'eau sur Terre, est-ce qu'on prépare l'avenir en se disant bon, on va aller chercher ailleurs s'il y a de l'eau et voir comment est-ce qu'on peut la rapatrier? Pourquoi est-ce qu'on va chercher pour regarder ailleurs s'il y a de l'eau? Alors, de l'eau, il y en a sur Terre, hein, seulement elle n'est pas potable, mais il y en a. Donc, la surface de la Terre est recouverte aux 2/3 d'océan. Donc, les éléments que l'on n'aurait pas sur Terre, je n'ai pas très bien compris. On peut faire ce qu'on appelle du terraforming. Par exemple, essayer, si la Terre devient inhospitalière, aller ailleurs, sur une autre planète. Et là, il y a des gens qui réfléchissent. Terraforming, ça veut dire quoi? Ça veut dire former une planète de telle sorte qu'elle soit comme la Terre, quoi. Donc sur Mars, on n'est pas très loin. Il suffit juste d'avoir une bonne atmosphère, d'oxygène. Donc on pourrait en créer une, par exemple. Ouais. Il y a des études plus ou moins de science-fiction, mais on peut imaginer au bout de 100 ans, 150 ans, en commençant par planter des arbres, des trucs comme ça. Les arbres génèrent de l'oxygène. Au bout de X décennies, avoir une atmosphère suffisante pour permettre après d'y vivre. Oui, au fond? Sans parler de Mars, peut-on envisager, plutôt que de retourner sur la Lune pour extraire des minerais ou faire la course entre les différents pays, d'envoyer sur la Lune des éléments vivants en leur donnant un certain apport pour les laisser tout seuls sur la Lune pour qu'ils s'y développent? Oui, c'est tout à fait possible. Hein, c'est tout à fait possible. Et justement, voir quel est leur développement in situ. Ouais. Oui, il y a des expériences qui ont été faites sur la station spatiale. On y a mis des cultures de bactéries pour voir comment elles résistaient. Et on a été très surpris de voir qu'il y avait des bactéries qui résistaient aux radiations, aux températures extrêmes, tout ça. Donc on peut imaginer. De toute façon, la vie, comme sur la Lune, où il n'y a pas d'atmosphère, hein, il n'y a pas d'eau, il y a des radiations, donc de toute façon, une forme de vie qui pourrait y rester, elle serait très très basique. Hein, très basique. Mais c'est exactement ce que l'on ne fait pas actuellement. Dès qu'on va explorer une planète, et les missions dont je suis responsable, d'un instrument sur une mission qui va aller vers Mercure en 2016. Bon, pour Mercure, il n'y a pas tant de précautions, mais pour d'autres planètes comme Mars ou par exemple Europe, des missions, il y a des précautions très strictes
pour ne pas contaminer ces planètes-là avec des composants terrestres. Parce qu'après, quand on y retournera, je ne sais pas, dans un siècle ou moins, bien si on trouve de la vie, on va se demander si ce n'est pas nous qui l'avons amené ou pas. Donc c'est surtout pas, c'est ce qu'on ne fait pas. C'est qu'on ne veut pas polluer le système solaire avec nos bactéries ou des trucs comme ça. Donc tous les instruments que l'on envoie, toutes les sondes que l'on envoie vers ces astres-là sont complètement stérilisés et nettoyés pour être sûr qu'on ne va pas polluer. C'est la démarche inverse qu'on fait actuellement, parce qu'on veut répondre à cette question. Hein. J'ai entendu parler d'un projet Mars One, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais je pense que ça consisterait à ramener de la vie humaine sur Mars en 2032, quelque chose comme ça, et voir justement combien de temps il tiendrait. Mais c'est... Non, vaguement. Je ne pourrais pas en dire autant. Il y a plusieurs projets, déjà de projets d'aller sur Mars, de mettre le pied sur Mars. C'est quelque chose qu'avait envisagé un président américain précédent, qui a été annulé par Obama. Mais effectivement, on y pense sérieusement. Je ne crois pas que de mettre la vie sur Mars, justement pour ce que je viens de dire là, je ne crois pas qu'on veuille le faire, ça. Parce que justement, un des quelques endroits dans le système solaire où il y a pu y avoir de la vie passée, ça serait sur Mars. Donc on ne va certainement pas polluer Mars avec des formes de vie qu'on exporterait. Et quelle distance Terre-Mars? Alors un voyage, c'est 8 mois. Aller-retour 2 ans. Donc on y pense parce qu'on voudrait ramener des échantillons de Mars sur Terre pour les analyser. Je vous ai montré l'exemple de la météorite martienne qui est très discutée. Et voilà. Donc il y a un robot actuellement qui s'appelle Curiosity qui prélève des échantillons et qui les analyse. Mais l'étape d'après, il y aura toujours un doute à distance. Est-ce que ça serait de ramener un échantillon de Mars et de le regarder dans le laboratoire. Puis l'étape suivante, ça serait d'y aller. C'est quoi l'objectif de votre mission sur Mercure? Alors, Mercure, c'est une planète qui a été très peu visitée. Donc, la Terre fait partie de la catégorie des planètes qu'on appelle les planètes telluriques, les planètes rocheuses. Et donc, Mercure, c'est mieux comprendre le schéma général de la formation des planètes. Donc Mercure, c'est la plus petite, la plus proche planète du Soleil. Et donc à ce titre-là, elle endure des conditions extrêmes. Et malgré cela, eh bien, on a trouvé dans les calottes polaires de la glace. Il fait 430 degrés sur Mercure, de la glace. Et puis une autre caractéristique de Mercure, c'est qu'on parlait de champ magnétique tout à l'heure, son importance. Hein. Donc il y a 4 planètes. La Terre a un champ magnétique. Mars n'en a pas. Vénus, qui est la même taille que la Terre, n'en a pas non plus. Et bizarrement, Mercure en a. Donc, si vous voulez, Mercure, c'est une mini-Terre d'un point de vue du champ magnétique. Donc, aller là-bas, c'est aussi essayer de comprendre pourquoi Mercure a un champ magnétique et en quoi elle s'apparente à la Terre et en quoi elle est différente. Toujours dans cette problématique de planétologie comparée, comprendre les autres planètes pour mieux comprendre notre propre planète. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres planètes qui ont une lune? Alors, Mercure 0, Vénus 0, la Terre 1, Mars 2, mais 2 petits, tout petits. Ce n'est pas aussi gros que notre Lune. Par exemple, la Lune, c'est le quart de la Terre, hein, donc c'est gros. Jupiter 60, Saturne 60 aussi, Uranus et Neptune une vingtaine. Donc vous voyez que les 4 grosses là, qu'on appelle des planètes géantes, les 4 grosses, elles ont pléthore de lunes, de satellites. Alors que les 4 petites, ce n'est pas leur caractéristique. Oui. Vous expliquiez tout à l'heure que les planètes sont formées par agglomération. Oui. Pourquoi elles sont aussi différentes? Entre lesquelles et lesquelles? Les l'une autre, entre guillemets. Pourquoi il y en a des petites, pourquoi il y en a des grosses, pourquoi il y en a avec anneaux, alors que c'est le même
le même principe physique d'agglomération de particules. Ouais, ouais. Non, mais il n'y a pas tellement de différence. En fait, il n'y a que deux types de planètes, regardez bien. Les 4 premières et les 4 suivantes. Parce que les 4 premières sont les mêmes. C'est les mêmes. Elles ont eu une histoire un peu divergente, mais globalement, ce sont des planètes rocheuses. C'est-à-dire qu'elles ont un sol dur. Elles sont faites de la même matière, de la roche de Mars, de la roche de la Lune, de la roche de la Terre, c'est la même chose. D'accord ? Tandis que les 4 suivantes, ce sont des planètes gazeuses. En fait, on ne peut pas se poser dessus, c'est du gaz. Au cœur, si vous voulez, au cœur, il y a un corps rocheux et de glace, mais l'essentiel de leur composition, c'est du gaz. Et donc la question que vous posez, c'est pourquoi il y a 2 types de planètes. Eh bien, c'est un petit peu long à expliquer, mais alors j'essaie de faire vite. Hein. Donc, vous avez le système solaire. Le système solaire s'est formé à partir d'une boule de gaz, hein, de gaz et de poussière. D'accord ? Et cette boule de gaz s'est comprimée au centre pour s'aplatir et former un disque. Donc c'est la phase du disque que je vous ai montré tout à l'heure. J'essaie de retrouver la vidéo, comme ça je vous l'expliquerai en même temps. Voilà, c'est là. Donc on peut voir ce disque de poussière là. Là, voilà, le disque de poussière, au centre vous avez le Soleil, et là le disque de poussière. Mais de la poussière de tout type. Donc quand on est proche du Soleil, les zones qui sont proches du Soleil, c'est de la poussière de roche qui s'est formée. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui se résistent à la chaleur. Et plus loin, c'était de la poussière de glace. Et de roche, bien entendu. Sauf que, donc au plus près du Soleil, c'est des boules de roche qui se sont formées. Et au plus loin du Soleil, c'est des boules de roche et de glace. Je vous ai montré tout à l'heure que la glace d'eau, c'est la plus abondante dans l'univers. Donc en fait, au-delà de cette ligne où on gèle, eh bien, les planètes géantes se sont formées à partir de boules de glace, mais qui ont pu être beaucoup plus grosses que les petites boules de roche qu'il y avait au plus près. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de grains de glace que de grains de roche. Les grains de roche, c'est quoi ? C'est du fer, c'est des atomes très peu abondants. Alors que H2O, c'est hyper abondant. Donc, alors que la Terre, elle avait beau grossir, elle a grossi aussi gros que la Terre. D'ailleurs, c'est la plus grosse des planètes terrestres, la Terre. Eh bien, les autres planètes, elles ont grossi jusqu'à 15-20 fois la taille de la Terre. Et c'est pour ça qu'elles ont grossi. Et quand elles ont grossi, il n'y avait plus rien à avaler, puisqu'il n'y avait plus de poussière, mais il y avait l'essentiel de la masse de cette nébuleuse. C'est quoi l'essentiel ? Ce n'est pas de la matière solide, c'est du gaz. Et donc, comme elles étaient suffisamment grosses, elles ont pu capter ce gaz, ce que les petites n'ont pas pu faire. Donc, après avoir grossi jusqu'à 15 fois la masse terrestre, elles ont continué à grossir en prenant du gaz, jusqu'à grossir jusqu'à 300 fois la masse terrestre. Jupiter, c'est 300 fois la masse terrestre. Donc, au final, Jupiter, c'est essentiellement du gaz. Et les autres aussi, c'est pareil. C'est pour ça qu'on a 2 types de planètes. Des planètes gazeuses, au-delà de ce qu'on appelle la ligne des glaces, et au plus près, c'est des planètes rocheuses. Donc là, je suis en train de... C'est un petit peu plus compliqué, hein. C'est un cours de master là, que je l'ai fait. Oui. Est-ce qu'on sait quand le Soleil va s'éteindre ? Dans 5 milliards d'années. On le sait parce qu'on connaît sa masse, et donc on connaît la quantité de carburant qu'il a, c'est de l'hydrogène. Et quand il aura épuisé son carburant au centre, eh bien, il va se déstabiliser, donc enfler, et puis rétrécir. Et ça, on l'estime bien, parce qu'on connaît la physique des étoiles, et on peut l'estimer. Donc 5 milliards d'années. Sur la vie sur Terre ? Oui, parce que quand le Soleil cessera d'émettre de la lumière, eh bien, il n'y aura plus de lumière, de chaleur, et il n'y aura plus de vie sur Terre. « 5 milliards d'années, hein, il y a le temps. » De rien.